Dossier sur les reptiliens, les extraterrestres reptiliens. Au-delà de ceux qui pensent que les reptiliens ne sont que des vestiges mémoriels remontant peut-être à plus de 65 millions d'années, quand nos ancêtres rongeurs fuyaient les dinosaures, ou qu'ils ne sont que les hallucinations induites par une activité électrique anormale à l'intérieur du lobe temporel. Il y a ceux qui ont tracé des points communs sur l'aspect physique de ces créatures. Il faut garder à l'esprit qu'il y a aussi plusieurs types de reptoïdes classifiés par caste. Tout en haut, on trouve les dracos, albinos, ailés et plus grands, et en dessous les reptiliens au plus bas niveau. Les portraits robots, taille entre 1,50 m et 3,60 m de haut. Il se tient toujours en position bipède. Certains auraient une queue, d'autres non. Très particulier, écailles de lézard lisse. La couleur, du verdâtre au brunâtre, blanc pour les dracos qui sont albinos. Les mains, 4 griffes courtes et émoussées, dont 1 pouce avec des palmes brunes. Le visage, humain et reptilien. La tête, crête allant du haut du crâne à l'arête du nez. Cornes coniques à mi-chemin entre les sourcils et le dessus du crâne. La bouche ressemblant plus à une fente. Le torse, des replis de peau au niveau du torse peut être visible. Pour les dracos, il y a des ailes qui sont des lambeaux de chair soutenus par de longues côtes. Les yeux ressemblant à ceux d'un chat avec pupilles verticales et iris dorés. Et pas Julien doré. Le sang, froid pour tous les reptiliens. Il s'agit plutôt d'une homéothermie imparfaite. L'effet sur les témoins, dégoût, répulsion, effet de grotesque. Manière, importun, agressif, dépourvu de sensibilité, effet physique sur l'environnement. De grandes marques de griffes ont pu être photographiées. Communication, nulle. Le reptoïde ne cherche pas à nouer le contact. D'où viennent-ils? À ma connaissance, on leur attribue 5 origines possibles. Ils pourraient venir de la Terre elle-même. C'est en tout cas ce qu'affirme John Rhodes, chercheur et écrivain américain spécialiste des reptiliens, qui nous a offert dans son ouvrage Dragon of the Apocalypse une large description de ce peuple. Ses propos sur l'origine des lézards sont appuyés sur la thèse de l'ufologue David Barclay, dont les travaux tendent à démontrer qu'en 150 millions d'années de règne, la race des dinosaures aurait pu engendrer un reptile humanoïde intelligent, et c'est ce dernier qui aurait été à l'origine de la catastrophe planétaire de la limite Crétacé-Tertiaire. Il y a 65 millions d'années, détruisant ainsi les membres de sa propre espèce en plus de tous les autres dinosaures. Barclay reprend qu'un petit nombre de ces créatures auraient échappé de la destruction. Aurait également survécu un animal familier créé par les reptiliens à partir de leur propre souche et qu'il allait devenir un jour l'Homo sapiens. Au cours de ces derniers millions d'années, cette race aurait fini par évoluer pour se transformer au fil des âges en la race des gris. Cette thèse expliquerait le caractère humanoïde commun en 3 races, les hommes, les gris et les lézards. D'autres sources telles certains contactés affirment avoir appris l'origine de l'homme par des membres de la première race humanoïde de la planète bleue, les reptiliens. C'est ainsi le cas de Oleka, un Suédois affirmant avoir interviewé une reptilienne de janvier 2000. Celle-ci aurait affirmé que sa race serait native de la Terre. Elle serait apparue il y a 65 millions d'années après une guerre terrible entre 2 peuplades extraterrestres, une reptilienne et une humanoïde, se battant pour la possession de la Terre. La destruction des dinosaures aurait été le point final de cette lutte, ne laissant aucun vainqueur. Si ce n'est l'émergence d'une nouvelle race reptilienne, les fameux lézards, ou plutôt leurs ancêtres, ils auraient évolué pendant 30 millions d'années d'un animal à un être humanoïde pensant. Il y a 15 millions d'années, 3 sous-espèces de cet ancêtre reptilien auraient évolué jusqu'à atteindre un niveau technologique élevé il y a 10 millions d'années. Okay. Il aurait modifié génétiquement leur race pour l'améliorer et stopper son évolution. À partir de là, ils auraient colonisé d'autres planètes et construit de grandes cités sur Terre, détruites par les caprices de la nature. Ils vivraient aujourd'hui sur la surface de la Terre. En ce qui concerne leur location d'origine, c'est toujours la Terre selon beaucoup, mais pas dans cette dimension d'existence. En effet, ils auraient évolué à l'instar des humains sur Terre, mais en parallèle sur une seconde Terre qui aurait vécu une histoire différente.
Dans celle-ci, les dinosaures ont survécu après la catastrophe de la limite Crétacé-Tertiaire et une race humanoïde de reptiles aurait supplanté toutes les autres espèces de dinosaures et de mammifères. Cette thèse s'approche nettement de la précédente à la différence que les lézards n'ont pas été à l'origine de l'homme sans celle-ci. Abordons à présent une approche tout aussi sérieuse menée entre autres par David Icke. Nous allons quitter la Terre mais pas le système solaire, car à l'intérieur de celle-ci se trouverait une planète inconnue, une 10e planète appelée Nibiru, par les Sumériens. Cette planète aurait une ellipse particulière qui la ferait s'approcher de la Terre tous les 3600 ans environ. Sur cette planète se serait développée une espèce de type reptoïde de quelques millénaires d'avance sur l'homme. C'est cet avantage technologique qui aurait permis à cette race de coloniser la Lune, Mars, puis etc. Notre belle planète bleue. Il aurait exploité l'homme, esclavage, évidemment, après y avoir donné la vie en croisant leurs gènes à ceux de l'espèce primitive la plus évoluée de la Terre à cette époque, l'Homo erectus. Donc nous avons bien été hybridés. Ça, je l'ai dit, mais je sais maintes fois. Cet épisode se serait déroulé il y a 200 à 300 000 ans et se serait représenté dans la Bible comme la tentative d'Ève et la chute de l'homme et conduit de l'Éden. Selon les Cassiopiens, P1, entité de dimension supérieure contactée par channeling, la tentative d'Ève serait la faiblesse de la part intuitive de l'homme. Le serpent représenterait la race de ce peuple. Quant à l'Éden, il représenterait la Terre lors de l'âge d'or des traditions. Après ce passage de l'histoire, l'homme, anciennement néandertalien ou Homo erectus, se serait retrouvé dans l'acceptation de l'emprise des lézards sur son espèce. Il aurait toujours le pouvoir sur notre planète en agissant sur elle à partir de la 4e dimension d'existence, celle qui est juste supérieure à la nôtre. Grâce à leur activité psychique et physique, cependant les Cassiopiens P1 n'attribuent pas l'origine des reptiliens à la 10e planète mais à la constellation d'Orion. Semble-t-il. Ayant quitté le système solaire pour Orion, nous pouvons maintenant nous rendre sur une planète peu connue de la constellation du Sagittaire, d'où les reptiliens viendraient, selon un texte anglophone issu du site olYwa.net. Ils auraient en effet invité, il y a 26 millions d'années, par les créateurs de la Terre, à habiter celle-ci dans la 3e dimension avec un autre peuple saurien, les Itidinoïdes. Ces deux races auraient été aidées par une race Iti-Précétacéenne, ancêtre des dauphins et des baleines. Pour l'apport de nourriture, il y a 10 millions d'années, les Sauriens ne se seraient rebellés en décidant de se séparer de leur nourrice. Mais avant que les Sauriens n'attaquent les Précétacéens, ces derniers engendrèrent une énorme explosion planétaire, l'autre restant dans les océans de la Terre pour se transformer progressivement en cétacés fuyant la technologie. Les créateurs de la Terre assumèrent leur erreur de se réunir en quête d'une nouvelle race pour la Terre. Il a trouvé dans le système de Vega une espèce primitive qui commençait à sortir des océans, telle qu'on retrouve dans le dossier dirigeant une comète vers la Terre qui anéantit tous les hommes. Il y a 1 million d'années. À cette déclaration de guerre, le Conseil des mondes ordonna le passage de Nibiru dans l'axe de rotation de Tiamat, ce qui détruisit à jamais cette planète de ses habitants. L'homme fut remis sur Terre et le peuple des lézards vit toujours. Je pense que John Winston, que les Lizzie, leur petit surnom en anglais, lézards, sont peut-être à l'origine de l'homme en tant qu'homo sapiens, mais que tout le reste de la création de l'homme sur Terre a été accompagné d'amour et effectué par des groupes E.T. pacifiques, et c'est ce que je pense aussi. Les Lizzie, lézards, ne seraient donc intervenus que sur le tard pour achever la création de l'homme en gâchant le potentiel énorme de l'âme humaine. Et pour conclure, il est utile de préciser que les traditions d'Orient soutiennent que l'humanité avait des ancêtres reptiliens, contrairement à l'image anthropomorphique du dieu de l'Occident. Les premiers empereurs chinois proclamaient qu'ils descendaient des dragons. Il existe toujours en Inde des familles de haute caste affirmant que leurs ancêtres sont des dieux serpentiformes hindous appelés Nagas. Les Dogons du Mali, aux connaissances astronomiques extraordinaires, prétendent que leur science leur vient de leurs ancêtres venus du ciel et à l'aspect de reptiles, Nomos. Les Égyptiens avaient leur dieu serpent, Knep, et leurs pharaons étaient souvent représentés avec des serpents. Les cultures d'Amérique centrale avaient leur dieu Quetzalcoatl, un serpent ailé. Les Indiens Hopi ont un dieu nommé
Baolin Konga, un serpent à plumes. Les Phéniciens avaient Agotomedémon, une représentation ophidienne. Les adeptes du vaudou ont un dieu qu'ils appelaient Dambala, Wedo, et qui est dépeint comme un serpent. Les Hébreux ont un Akustan, le serpent d'airain. L'ancien dieu britannique connu comme le maître dragon du monde était appelé Hu. Le premier autel érigé au Cyclope à Athènes était dédié à Ops, le dieu serpent. Les aborigènes d'Australie possèdent aussi leur mythe du dieu serpent. Et je coupe là, merci. À bientôt, dans 2 jours. Notre Terre est envahie depuis très longtemps par des aliens, des créatures extraterrestres extrêmement dangereuses qui vivent dans d'immenses bases souterraines, qui se déplacent dans des vaisseaux de forme triangulaire et qui, depuis qu'ils sont ici, sont enlevés des dizaines de milliers d'êtres humains pour réaliser sur eux des expériences multiples, allant parfois jusqu'à la mort. Ce sont les gris. Ces créatures de l'ombre ne ressemblent à aucune autre race extraterrestre. Leur corps semble être à la fois dégénéré et hybride. Ils présentent en effet des caractéristiques anatomiques et physiologiques inhabituelles pour des êtres vivants. À la suite de crashs d'ovnis, occupés par les gris, des corps plus ou moins abîmés ont pu être récupérés un peu partout dans le monde par les militaires et envoyés dans des laboratoires aux États-Unis. Des autopsies approfondies et des analyses de leurs organes ont été réalisées par des médecins militaires. Voici en résumé les résultats de ces examens. Ils sont de petite taille, 1,20 m environ, en moyenne. Mais selon les témoignages récoltés à travers le monde, certains sont plus petits, de 0,90 cm à 1,10 m, tandis que d'autres sont très grands, plus de 2 mètres. Il existe donc plusieurs races de gris. Leur corps est frêle et leurs membres sont longs et minces, les bras arrivant à la hauteur des genoux. Leur peau de couleur gris verdâtre, plutôt claire, présente une texture rugueuse, plus ou moins ridée, exhale une odeur de soufre et ne possède pas de glandes sudoripares. Ils ne transpirent pas. Leur corps comme leur crâne sont totalement dépourvus de poils. Ils ne possèdent aucune pilosité. Par contre, certains témoins ont vu de petites écailles qui recouvraient leur peau, comme chez les reptiles. Disons les reptiliens. Leurs mains ne comportent que 4 doigts reliés entre eux par une fine membrane. Ils ont une grosse tête, leur volume crânien est d'environ 1800 cm3, 1300 cm3 chez l'homme, et un visage triangulaire. Leur bouche est très fine, à peine esquissée, sans aucune dent, et elle est fermée par une membrane qui empêche l'ingestion d'aliments. Ils n'ont pas de nez, juste 2 protubérances à peine visibles qui font office de narines. Ils n'ont pas d'oreilles, juste 2 petits trous de chaque côté du crâne. Leurs yeux sont énormes, noirs et en amande. Ils ne possèdent pas d'organes reproducteurs, ni de glandes mammaires, ni de nombril. Ils sont asexués, oui, voilà. Sauf certains individus qui possèdent des organes sexuels externes atrophiés, mais qui sont dotés de glandes sexuelles internes en état de fonctionnement, qui leur permettent de se reproduire par prélèvement de gamètes en laboratoire, reproduction in vitro. Ils n'ont pas de sang, pas d'hématie, pas de leucocytes, pas d'hémoglobine, mais ils possèdent un réseau vasculaire complexe présentant 3 sortes de vaisseaux où circule à grande vitesse un liquide vert à base de chlorophylle, qui semble capter la lumière à travers leur peau, leur permettant d'assurer une photosynthèse de glucides à partir du gaz carbonique CO2, et obtenir ainsi de l'énergie chimique stockée sous forme d'ATP. Comme le font les plantes vertes, c'est cette chlorophylle qui donne une couleur verdâtre à leur peau grise. D'où le surnom les petits hommes verts qu'il a été donné. Ils possèdent 2 petits poumons qui leur permettent de respirer l'oxygène de l'air grâce auquel ils peuvent métaboliser par oxydoréduction les molécules nutritives qu'ils absorbent par leur peau en utilisant l'énergie stockée sous forme d'ATP, issue de photosynthèse chlorophyllienne.
Ils ont 2 cœurs, possédant chacun plusieurs compartiments qui permettent à leur sang chlorophyllien de circuler très vite dans tout leur organisme. Chacun de ces 2 cœurs est relié à des petits poumons. Autrement dit, chacun poumon est irrigué par 2 cœurs. Ils n'ont pas non plus de système lymphatique, pas de lymphocytes. Leur corps n'est pas chaud comme le nôtre, mais il n'est cependant pas froid. Ils possèdent une régulation thermique qui leur permet de conserver une température corporelle interne relativement constante, hémothermie imparfaite, mais plus froide que la nôtre, inférieure à 37 degrés Celsius. Ils n'ont pas d'organes digestifs. Leur œsophage est atrophié et ne communique pas avec l'estomac qui est absent. Il n'y a pas d'intestin et pas d'orifice anal. On n'a pas trouvé de foie ni de pancréas, mais des organes inconnus. Ils semblent se nourrir par absorption au travers de leur peau et l'évacuation des déchets semble également s'effectuer par la peau. Le sang chlorophylien suinte à travers leur peau. Ils ont besoin de protéines car ils ne mangent pas. Et de certaines enzymes et hormones ainsi que d'anticorps que leur organisme ne fabrique pas en quantité trop faible. Ils trouvent ces molécules indispensables dans le sang et les muqueuses des animaux, bovins et autres, qu'ils capturent et découpent vivants, voire plus bas, avec une précision fantastique sans endommager les cellules, c'est-à-dire mutilation animale. Pour obtenir plus de sang, ils ont fabriqué d'étranges créatures sanguinaires qui prélèvent leur sang, pour eux, les chupacabras. Ils ne possèdent pas de larynx, pas de cordes vocales, ils ne parlent pas, ils s'expriment seulement par télépathie, ils n'ont aucun muscle strié, tous leurs muscles sont lisses, leur squelette est cartilagineux comme celui des requins et des raies. Et ce cartilage présente une couleur lumineuse verte bleutée. Ils ne possèdent en gros un cerveau divisé en 2 lobes, un en intérieur et un postérieur, séparés entre eux par une membrane cartilagineuse. Chacun de ces 2 lobes cérébraux est lui-même divisé en plusieurs lobes. Ces créatures étranges à la peau grise et écailleuse sont des reptiles humains dégénérés surnommés lézards par les ufologues américains, qui se seraient croisés avec des humanoïdes primates humains, selon certaines informations recueillies afin de survivre à la dégénérescence qui les condamne alors plus ou moins à long terme. La chlorophylle présente dans leur sang provient soit d'une insertion de gènes végétaux par génie génétique, soit d'une mutation originelle caractéristique de leur espèce. La seconde hypothèse semble la plus logique, par la photosynthèse chlorophyllienne ne leur est aucune utilité sur Terre. En effet, les gris vivent sous terre à de grandes profondeurs et ne sortent que la nuit, sauf exception alors que la photosynthèse ne peut se faire que sous la lumière. Par contre, il serait logique de penser que leur planète d'origine ait subi une lente désertification qui aurait fait disparaître la plupart des espèces vivantes et que seuls les gris mutants possédant de la chlorophylle dans leur sang ont pu suivre grâce aux compléments nutritifs qu'apporte la photosynthèse. Les gris seraient donc des hybrides mi-reptiliens, mi-humanoïdes, dégénérescents, qui auraient quitté leur planète d'origine à cause de la désertification, et qui seraient partis à la conquête d'autres planètes sur lesquelles ils se seraient installés, et ils auraient évolué différemment en donnant ainsi naissance à différentes races de gris. Mais d'autres reptiles humains, les reptiliens, ont un jour conquis leur nouveau monde et les ont forcés à travailler pour eux. C'est ainsi qu'ils ont envahi la Terre. Et je coupe là. Merci.